Vous les avez tous suivis sur le petit écran, sur Internet, par la radio, par les médias, les révoltes ou les révolutions de Tunisie, d'Égypte, de Libye, de Syrie ont généré des nouveaux flux de population, notamment beaucoup d'immigration du sud vers le nord. Les gens fuient, ceux qui fuient en tout cas fuient une situation économique difficile, d'autres fuient la guerre. Et la première réaction tangible de la part de l'Europe qu'on a pu voir, que moi j'ai aussi annoncé dans les JT que je présente, c'est la France et l'Italie qui étaient vent debout pour arrêter ces afflux de réfugiés via l'île de Lampedusa, qui a symbolisé un peu ce départ des populations arabes pour rejoindre l'Europe. Alors c'est pas forcément une réaction extraordinaire, mais c'est celle qui est la première tangible et c'est une des premières conséquences de ces révoltes arabes sur les relations euro-méditerranéennes. Alors on va élargir évidemment le débat, on va en parler avec nos invités, on va aller plus loin. Et je vous le disais tout de suite, on a deux intervenants de premier plan, deux personnes qui connaissent bien ces pays où ont surgi ces révolutions. Je voudrais vous demander, Kamel Yousfi et puis Mohamed Ben Saïl. Smaïl, excusez-moi. Quel diagnostic vous posez? On est déjà à 8 mois de la première révolte en Tunisie. Quel diagnostic vous posez aujourd'hui sur ce que vos pays ont vécu d'extraordinaire au sens littéral du terme depuis le mois de janvier? Qu'est-ce que c'est que la révolution tunisienne? Les Tunisiens redeviennent des hommes libres. Et ils vont penser, ils sont en train de penser comment ils vont être libres. Et déjà ça, pendant 50 ans, personne ne pensait que nous étions libres. On était des fantômes. On marchait, on avait peur les uns des autres. Et aujourd'hui, si vous vous promenez dans les rues de Tunis, c'est vrai que ça va pas être facile de construire la démocratie. La preuve, c'est qu'en 2 siècles et demi, on n'en est pas encore, on toujours, vraiment, la démocratie est toujours à réinventer. D'ailleurs, cette révolution tunisienne et celle des pays arabes devrait nous donner aussi en Europe, parce que moi je vis entre les deux bords, donc je sais pas si c'est très bien, parfois je suis tunisien, parfois je suis français. J'ai vécu 30 ans ici, 20 ans, plus de 20 ans en Tunisie. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est beau, c'est magnifique, la liberté et le désir d'être un homme nouveau. La première réaction des jeunes qui désœuvraient, c'était maintenant qu'on est libre, même au péril de notre vie, nous allons tenter d'aller faire un voyage en Europe. Et bon, maintenant on va essayer de réfléchir ensemble. Un pays libre, face à un autre pays libre, comment nous allons vivre ensemble. Et ça, je crois que la révolution tunisienne attend de vous que vous preniez ce relais et que vous réfléchissiez bien comment venir en aide à ces peuples, pas avec de la nourriture, pas avec des médicaments, mais quelque chose d'autre. Et en plus, avec une hauteur de vue, c'est-à-dire que vous allez les regarder les yeux dans les yeux et vous allez reconnaître en eux des hommes libres qui aimeraient vivre avec vous autour de ce bassin, comme au XVe, XVIe, XVIIe siècle, où les bateaux circulaient avec des marchandises, troqués, etc. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées. L'étranger fait peur. Lui, sa couleur de peau, sa religion, tout fait peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. Je voudrais revenir un peu sur cette période révolutionnaire qui n'a pas terminé encore, il faut le préciser. C'est que je distingue en fait 2 phases. La première, avant le 14 janvier et après le 14 janvier. Moi, personnellement, avec un groupe d'amis, nous avons vécu, mais vraiment des moments terribles, des moments très difficiles, d'angoisse, de peur avant le 14 janvier. Des moments, moi, personnellement, que j'ai jamais vécu auparavant. Et notamment, je me rappelle très bien, là, le 10 janvier, où ça a pris vraiment une tournure, une autre dimension cruelle, atroce, où on voyait les morts qui tombent par dizaines. Bien sûr, le seul relais, c'était le Facebook. Malheureusement, il n'y avait pas d'autres moyens autres pour transmettre et pour diffuser la réalité de tout ce qui se passait en Tunisie. Moi, personnellement, ce soir-là, je n'ai pas dormi toute la nuit. Le lendemain, j'ai pris contact avec une douzaine d'associations qui se trouvent ici à Marseille, je crois, un peu dans la région PACA, notamment Amnesty International. En fait, dans le mail que j'ai envoyé, j'ai sollicité des volontaires, des gens bénévoles, des gens qui seront prêts pour faire le voyage avec moi. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, 0 réponse. Et j'ai compris après, bien sûr, pourquoi il n'y a pas eu de réponse.
Il n'y a que, je remercie Amnesty International qui a répondu à mon appel, mais c'était pour me dire que à Marseille, il s'organisait une manifestation le 12 janvier. Le lendemain, le 2 janvier, je suis allé à Marseille sans me poser des questions. Parce qu'il faut savoir, en fait, les Tunisiens qui vivent ici en France ou à l'étranger en général, ils sont entre le marteau et l'enclume. Lorsqu'ils bougent, lorsqu'ils disent quoi que ce soit contre le gouvernement, il y a toujours des représailles pour la personne elle-même. Et après, bon, il y a les représailles, bien sûr, envers la famille qui sont en Tunisie. En fait, on a un gouvernement entre guillemets, un peu lâche. Au lieu qu'au moins il attaque la personne à qui il a affaire, non, il attaque aussi à l'environnement, à l'entourage de la personne. Donc, on a manifesté à Marseille et je dois le dire aujourd'hui que je suis un peu fier dans le sens où j'ai participé à cette révolution avant la chute de Ben Ali, parce que croyez-moi, c'est pas facile de dire des slogans comme Ben Ali assassin ou Ben Ali est un voyou avec son entourage. On veut la chute du régime. Ce dernier slogan est devenu même universel, qui est repris par la Libye, par la Syrie. Donc, c'était pas du tout facile. Bien évidemment, le 15 janvier, je le précise, c'était une immense joie pour tous les Tunisiens, que ce soit en Tunisie ou ici en France. Je précise juste un point, un petit détail, c'est que ce que j'ai vécu, moi, ici en France, ou mes compatriotes à l'étranger dans leur ensemble, reste insignifiant par rapport à ce que nos jeunes, nos compatriotes en Tunisie ont vécu face aux balles réelles des milices de Ben Ali. Dominique Régnier, est-ce que c'est, j'imagine que oui, passionnant d'ausculter un système politique, une démocratie en train de naître, comme on espère que c'est le cas en Tunisie, peut-être en Égypte, en Libye demain? Oui, la réponse est oui. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'au fond, ce que nous appelons le printemps arabe, de mon point de vue, je ne suis pas un spécialiste du monde arabe, je ne suis pas un spécialiste de ces pays-là, mais je crois que nous sommes tous concernés par cet événement, si on le prend sous un angle qui me paraît, moi, devoir être présenté. Je voudrais rappeler que dans l'ensemble de ces pays qui donnent vie à ce printemps arabe, la population, pour plus des 2 tiers, à moins de 30 ans. Et c'est leur premier changement de régime pour cela. Donc c'est un événement considérable auquel, à mon avis, ils ne vont pas accepter que ça ne change pas maintenant, puisqu'il y a eu ce changement, qui est le premier dans leur existence, pour ceux qui ont moins de 30 ans en tout cas, et qui sont à peu près les 2 tiers davantage de la population. Et si je mets en avant cette question de la jeunesse, c'est parce que, de mon point de vue, c'est un printemps de la jeunesse mondiale. J'ai la conviction que ce qui s'est passé dans le monde arabe a évidemment beaucoup à voir avec la situation dans ces pays-là, qu'il y a une dimension qui est évidemment singulière, parce que le monde arabe, ça n'est pas le monde entier, et que dans le monde arabe, la Tunisie, ça n'est pas le Maroc, etc. Chaque pays a ses caractéristiques, sa singularité, son histoire, son système politique. Mais n'oublions pas, je crois, ce serait une erreur, de voir à travers ce printemps arabe l'avant-garde d'une jeunesse mondiale. J'en ai la conviction. Et on le voit partout aujourd'hui. Ça veut dire, Dominique, vous faites le lien avec les indignés européens, avec les indignés israéliens, chiliens, américains, européens, sans aucun doute. Et chinois, de mon point de vue, même si ça se voit plus difficilement, si on a l'occasion, j'en reparlerai. Et c'est un événement qui me paraît, je crois on doit voir comme ça, c'est-à-dire le printemps arabe est un mouvement d'avant-garde de la jeunesse du monde, parce que nous sommes au cœur de la globalisation, qui est un nouvel ordre du monde, et que nous avons là, avec ces jeunes, les premières générations qui, au fond, ont grandi dans la globalisation. Pour moi, la mondialisation, c'est lorsque l'homme peut se déplacer partout sur la planète, il sait que la planète existe, il peut se déplacer des marchandises, faire circuler les idées, ça va plus ou moins vite, mais il peut le faire partout, sans être pédant. Je fais commencer ça avec Christophe Colomb, c'est commode, on peut commencer là, mais après, c'est une affaire de vitesse. La globalisation, c'est la même chose, plus l'interconnexion. Et c'est ce qui s'est passé dans ce printemps arabe, Twitter, Facebook, en effet, le monde nous regarde, le monde vous regarde et vous protège, et cette espèce de conscience d'espèce, comme il y avait une conscience de classe ou une conscience nationale, il y a une conscience d'espèce. Ce qui arrive à un Tunisien qui se fait massacrer ne peut pas me laisser indifférent.
Ça me révolte, je ne le connais pas, je ne suis jamais allé en Tunisie, ça me révolte quand même, c'est inacceptable, et il sait que ça me révolte, et il compte sur ma révolte pour l'aider. Ça, c'est un phénomène qui me paraît profondément en lui-même révolutionnaire. C'est un printemps de la jeunesse mondiale. Pourquoi maintenant et pourquoi là? Parce que c'est une révolution quand même arabe. Et je vais revenir à ce qui a été dit sur le côté révolte de la jeunesse. Alors pourquoi maintenant? Et plusieurs raisons. La première, c'est que dans les pays qui ont été le plus vite, qui sont plus vite engagés dans cette lutte révolutionnaire, la Tunisie et l'Égypte et la Libye, ce sont des pays dont les autocrates étaient vieillissants, où il y avait des éléments de fin de règne. Il suffit de lire les télégrammes de l'ambassade américaine à Tunis à travers Wikileaks pour voir combien le régime Ben Ali était entré dans une sorte de phase de dégénérescence monstrueuse dans ces dernières années. C'était un dictateur avant, mais à partir de 2007, pour diverses raisons, cette dictature devient monstrueuse. En Égypte, Moubarak était sur un départ annoncé. Les révolutionnaires ont changé les conditions de ces départs. Et quant à la Libye, je vous rappelle que Kadhafi était quand même là depuis 1969. Donc il y avait la démographie, non pas de la jeunesse, mais la démographie de la vieillesse et des autocrates. Deuxièmement, il y a effectivement le côté, les démographes anglo-saxons disent la youth bulge, la génération des jeunes qui arrivent à la fin de l'adolescence et qui entrent sur le marché du travail, dans lequel il n'y a pas assez d'emplois, naturellement, alors même que les pays où ils habitent sont peut-être déjà entrés dans la transition démographique, ce qui est le cas de la Tunisie, par exemple, dans la démographie, ressemble aujourd'hui beaucoup à celle de la France. Mais cette masse énorme de jeunes qui arrivent tout d'un coup sur un marché du travail bouché et qui sont reliés entre eux, et là je rejoins tout ce qui a été dit par Dominique, sur l'interconnexion, et effectivement le troisième phénomène, est la mise en place progressive au cours des dernières années des télévisions transfrontières dans le monde arabe. Vous avez une langue vernaculaire qui s'établit, qui est partagée dans l'ensemble du monde arabe. Pas simplement la langue écrite, mais la langue parlée. Et ceci se développe et se ramifie aussi avec les réseaux sociaux. Alors ça explique, je crois, en grande partie le pourquoi maintenant reste cette part d'imprévisible, de merveilleux, j'allais dire. C'est effectivement comment, pourquoi, tout d'un coup, ça surgit. Pourquoi en Tunisie, pourquoi au fin fond du bled, une révolution démarre. Et ça, fort heureusement, ça demeure et ça demeurera toujours imprévisible. Est-ce qu'on n'est pas un peu angélique face à ça? Parce que, ok, on l'a vu, il y a eu des blogs, il y a eu les Twitter pour la Tunisie, mais ça blogue aussi, enfin ça aimerait bien bloguer en Syrie. Nous, à la télé, on reçoit des images atroces de ce qui se passe en Syrie. Il y a des gens qui sont sur Facebook en Syrie, au risque de leur vie, mais personne ne bouge. Donc il y a la force du blog, et il y a la force merveilleuse de l'Internet, mais il y a la force de résistance des États qui est quand même très forte. Le 14 janvier, moi j'étais à Paris et j'avais justement le président d'Amnesty Tunisie qui était chez moi. Il était avec sa fille qui, elle, est toute jeune, elle a 20 ans. Et quand on a appris ce qui s'est passé, il est tombé dans mes bras et elle m'a dit « Plus jamais on ne sera comme avant ». Et moi, j'ai ce souvenir fort. Et je dois dire que ce qui m'a marqué le plus, c'est le courage. Parce que pourquoi? On peut parler effectivement des nouvelles technologies, des mouvements, de l'interconnexion. Mais derrière tout ça, il y a du courage. Il y a des gens qui nous ont donné une leçon, comme ça faisait très longtemps que nous n'avions pas. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mourir pour les valeurs qu'on disait qu'elles n'étaient pas pour eux. 300 morts. Ces valeurs n'étaient pas pour eux, souvenez-vous. Les valeurs universelles des droits de l'homme, ce n'était pas pour l'autre côté de la Méditerranée, ce n'est pas pour l'Afrique, ce n'est pas pour l'Asie. D'accord ? On va leur donner du pain, ils vont travailler, mais ces valeurs, l'égalité, les droits de l'homme, la démocratie, mais on nous disait qu'ils n'en avaient pas besoin. Ces gens sont sortis et sont encore en train de se faire assassiner dans certains pays pour cela. Et la leçon de courage,
Moi, je me demande encore aujourd'hui où ils ont trouvé ce courage. Et c'est ce que je voudrais dire par rapport à ces mouvements. Et c'est pour ça qu'ils méritent vraiment notre respect, notre soutien.